Bonjour, monsieur le député Bonjour. Vous êtes député donc, du Bas-Rhin, vice-président de l'Assemblée nationale et président de la délégation du bureau chargé des représentants d'intérêts et des groupes d'études à l'Assemblée. C'est donc le sujet d'aujourd'hui, même si la matinée est un petit peu perturbée par la crise en Ukraine, notamment l'arrivée de l'armée russe aujourd'hui même en Russie, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va essayer de se remobiliser. Merci de nous faire l'honneur de cette entrevue. Dans le cadre justement de responsabilité à l'Assemblée, vous avez émis 2 propositions de loi, si je ne me trompe pas, adoptées par le Parlement mercredi dernier, dont la loi Sapin 2, corrigez-moi si je me trompe, qui transpose notamment en droit français la directive européenne de 2019 sur les lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et en quoi consistent ces 2 lois ou cette loi et pourquoi l'avoir proposée? Donc j'ai commencé tout ça il y a 3 ans au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Oui. Le Conseil de l'Europe, c'est un peu l'endroit où les parlementaires de 47 pays réfléchissent à la démocratie et comment la faire évoluer et comment la faire progresser. Je me suis intéressé à l'époque au sujet de lanceurs d'alerte parce que je considérais que c'était la façon dont une démocratie moderne protège ses lanceurs d'alerte devient un véritable marqueur démocratique. C'est un enjeu de plus en plus fort. Et donc, je m'étais intéressé au sujet et j'avais formulé des propositions. Et puis, une fois revenu en France, j'ai écrit un texte. Et ce texte se nourrit donc de 3 choses. D'abord, de ces rapports et des idées que j'avais formulées. D'autre part, de la directive européenne, effectivement, qui, dans un cadre très précis et très limité, mais, disons, fait progresser la thématique de protection des lanceurs d'alerte. Et puis, d'un rapport parlementaire aussi, des députés Marlex et Gauvin, qui sont donc l'un LR, l'autre LREM, donc transpartisans, sur les limites de la loi Sapin 2 et les limites du droit actuel. Donc, j'ai écrit 2 textes. L'un, alors pour être un petit peu technique, l'un est une loi organique. Pourquoi une loi organique? Parce que ça parle du défenseur des droits et son rôle est défini dans une loi organique. C'est une loi qui est un peu supérieure en termes dans la hiérarchie des normes, qui est un cran au-dessus d'une loi normale, entre guillemets. Et l'autre est une loi normale, donc pour le coup, une loi ordinaire, qui là traite de chaque étape de la vie du lanceur d'alerte. Je pourrais donner des exemples concrets, mais de chaque étape pour l'accompagner et mieux le protéger lorsqu'il souhaite lancer une alerte. Très bien. Quel est l'intérêt de faire une loi organique, juste pour rebondir rapidement sur ce que vous avez dit, et une loi normale, comme vous dites? Alors, c'est une obligation, puisque dès qu'on touche au rôle du défenseur des droits, et je souhaitais que le défenseur des droits ait un rôle central dans ce dispositif, alors son rôle est défini dans une loi organique, puisqu'il est précisé dans la Constitution, et donc il n'y a qu'une loi organique qui peut revoir, étendre le rôle du défenseur des droits. Très bien. Merci de votre réponse. Toujours dans le cadre de la présidence du bureau chargé des représentants d'intérêts, je crois savoir que vous avez rédigé, vous en avez parlé, un rapport pour plus de confidentialité. Que signifie et que contient ce rapport? Oui, alors le rapport est public. Ça a été d'ailleurs le premier rapport publié. Je tiens à le préciser. C'est le premier rapport qui a été publié officiellement à l'Assemblée par un vice-président en exercice sur la thématique de la transparence et de l'éthique du lobbying. Et ce qu'on appelle représentant d'intérêt, c'est en réalité ce que tout un chacun appelle du lobbying. Je crois qu'il y a plusieurs principes de base qui ont guidé ma réflexion et mon action. Donc, il y a des idées et des propositions. Dans les idées et dans les principes de base, le premier point qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'on est dans un monde de co-construction. On est dans un monde où les lois ne se travaillent pas à l'intérieur d'un bureau comme celui-là à Paris, à l'Assemblée, mais il faut bien sûr travailler avec les parties prenantes. Et qui dit travailler avec les parties prenantes, dit travailler avec les lobbies. Alors, les lobbies, c'est pas que les entreprises qui défendent un intérêt économique, c'est aussi les associations qui portent une cause, c'est aussi les ordres, c'est aussi l'ensemble des acteurs qui défendent leur position, qu'elle soit pour une cause d'intérêt général, qu'elle soit pour un intérêt privé. Cela dit, il y a des conditions pour pouvoir nourrir ce dialogue. Il est indispensable. Certains voudraient construire des murs de Berlin autour des parlementaires pour qu'ils n'aient aucune influence du monde extérieur. C'est ridicule et stupide. Il faut bien sûr dialoguer
avec les gens que notre loi concerne Oui. et tous les intérêts, fussent-ils privés. Mais la question, c'est les conditions de cette réussite. C'est d'abord, bien sûr, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, c'est une évidence. Mais enfin, aujourd'hui, les parlementaires sont très encadrés avec des déclarations obligatoires pour limiter cela. Il faut de la transparence. Et c'est pour ça, par exemple, que je publie sur mon site chacun des rendez-vous que je peux avoir avec un quelconque représentant d'intérêt. Il y a aussi ce que j'appelle le jugement libre et non faussé, donc pouvoir avoir des documents et des faits solides pour étayer les décisions qu'on veut prendre. Et puis, il y a évidemment une notion de gouvernance et de la façon dont on organise ça. Et donc, le rapport propose toute une série de décisions concrètes qui ont été prises à l'Assemblée nationale concernant les décisions de court terme. Alors, ça va être des règles du jeu, une charte très claire avec des sanctions pour les lobbies qui ne suivraient pas les règles du jeu. Voilà, alors elle est assez compliquée, assez longue. Oui, non, mais vous la trouvez sur Internet et vous la trouvez sur le rapport. Avec des sanctions qui vont de ce qu'on appelle le name and shame en bon français, mais en tout cas, vous savez, pour un lobbyiste, le pire, c'est d'être interdit de site ou d'être blâmé. Parce qu'évidemment, un client qui va choisir un lobbyiste, s'il voit qu'il est déjà blacklisté par l'Assemblée nationale, je pense que son affaire est l'intérêt. Donc, du coup, ça va de sanctions comme celle-là, des sanctions beaucoup plus lourdes, d'interdiction de site, et puis des sanctions après qui peuvent évidemment être d'ordre pénal dès lors que les lois ne sont pas respectées. Notamment, il y a eu des affaires très sérieuses sur les fichages des députés qui constituent des infractions légales et donc qui ont des suites judiciaires. Mais en tout cas, il était nécessaire de rationaliser, de mettre à jour et de durcir le code de déontologie. Et puis, il y a des propositions de moyen terme que j'ai formulées. Notamment, je crois que les rapporteurs des textes devraient être obligés à une transparence des agendas. En ce qui me concerne, sur la loi lanceur d'alerte, dont vous avez parlé tout à l'heure, je me suis appliqué cette discipline à moi-même et toutes les sessions étaient publiques et toutes les sessions étaient publiées sur mon site. Je pense qu'il est important, cette transparence des agendas, il est important que ce soit fait pendant que vous êtes rapporteur sur le texte sur lequel vous êtes rapporteur. J'ai expliqué à certains qui pouvaient vouloir, dans un élan, rendre obligatoire la transparence d'agenda de tous les députés, que ce n'était pas possible, pour une raison très simple que j'explique en 2 mots. Si on obligeait tous les députés à avoir une transparence de leurs agendas, ça signifierait des sanctions, évidemment, s'ils ne l'appliquent pas. Et ça voudrait dire que c'est le bureau de l'Assemblée qui prononce les sanctions. Et ça voudrait dire que la majorité qui contrôle le bureau surveillerait les députés, y compris de l'opposition, pour voir si leurs agendas sont bien à jour par rapport aux qu'ils peuvent avoir eu. Évidemment, ce serait insoutenable de s'imaginer qu'une majorité contrôle l'agenda des députés de l'opposition. On voit bien que l'idée d'une obligation de transparence de tous les députés sur tous leurs agendas est un non-sens démocratique et même ça, à juste titre, ça soulèverait des très fortes oppositions de tous les démocrates. Donc ça, c'est pas possible. En revanche, quand vous acceptez la mission d'être rapporteur, ben là, pour une période donnée, sur un thème donné, vous avez des responsabilités particulières. Et donc là, on peut tout à fait imaginer que ça devienne une obligation, ce que je me suis encore une fois appliqué à moi-même lorsque j'ai été rapporteur. Mais là, c'est un choix librement consenti puisque chaque député peut accepter ou pas d'être rapporteur. Voilà. Bien sûr, très bien. J'avais une question aussi par rapport au lobbying en général. C'est un mot qui fascine et effraie à la fois. Globalement, quel est votre avis sur la question? Est-ce que les citoyens ont raison d'en avoir peur? Parce qu'en général, il effraie plutôt qu'il ne rassure. Non, mais bien sûr, c'est une exigence citoyenne que d'avoir une visibilité sur la façon dont s'exerce le lobbying. Ça nourrit aussi beaucoup de fantasmes. Alors, je pense que l'Assemblée nationale n'est pas le cœur de l'action des lobbyistes, mais il n'en est pas moins que c'en est un passage important. Je donne une anecdote. Je suis vice-président de l'Assemblée et je suis donc au perchoir. Et au premier perchoir, au deuxième perchoir que j'ai eu en tout début en 2017, j'ai vu une série d'amendements portés par les LR, le PS, le Parti communiste. Enfin, il y avait une coalition de tous les partis d'opposition. Alors, je me suis dit, très naïvement, en débarquant comme ça au perchoir, je me suis dit, waouh, ça va faire du bruit, parce que toute l'opposition qui se coalise pour porter un sujet.
Et en fait, alors c'était sur un sujet de mutualiste, bon, bref. Mais en fait, hein, c'était un copier-coller d'un lobby qui avait proposé une idée, et puis des députés de tous bords de toute l'opposition s'en étaient saisis. Et évidemment, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors ça a été rejeté, mais enfin, ça n'a fait aucun débat. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que, évidemment, chacun est libre de porter les amendements qu'il le souhaite. Mais quand même, il faudrait que ça se fasse dans la transparence. C'est-à-dire que si on avait mis dans l'explication des motifs de ces amendements, cet amendement est une proposition de la fédération mutualiste ou de la fédération des assurances mutualistes, il n'y a aucun problème. Et moi, j'ai déjà porté des amendements qui étaient des copier-coller des apiculteurs qui m'ont convaincu et sur lesquels je me suis dit, c'est des bons amendements, ils ont été bien travaillés. Alors, parfois, évidemment, je les reprends et je les fais différemment. Et puis, parfois, je les prends, mais il faut toujours les sourcer. Il faut toujours indiquer la source. Je crois que c'est une honnêteté intellectuelle qu'on doit aux citoyens et une transparence que l'on doit. Donc, je milite pour ce que j'appelle le sourcing des amendements. Ça a énormément progressé. Malheureusement, il n'y a pas de mesure sur le sujet. Ça a énormément progressé pendant ce quinquennat. Il y a eu des tribunes, il y a eu des mesures de journalistes assez empiriques. Moi, je le vois au perchoir. Il y a maintenant énormément d'amendements qui sont sourcés, à la fois quand ils sont issus du monde économique, par exemple de l'industrie papetière ou de tel ou tel secteur d'activité, mais aussi quand ils sont portés, bien sûr, par des associations, des causes. Donc, une tendance positive et je crois qu'il faut sourcer ces amendements. Et il ne faut pas avoir honte de reprendre un amendement d'un lobby. Encore une fois, Greenpeace a fait des propositions qui ont été reprises pendant la loi sur la logique de la lutte contre les plastiques et sur l'ensemble de ces enjeux sur la lutte contre la pollution par les plastiques. Ils ont fait des très bonnes propositions d'amendements qui ont été reprises. Je crois que c'était Greenpeace, l'association qui les portait. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de reprendre des bonnes idées et d'en faire un amendement parlementaire. Et je crois qu'il faut le faire dans la transparence. La fabrique de la loi nécessite du dialogue. Et ça, je crois qu'il faut bien l'intégrer. Et dialoguer, c'est dialoguer avec des intérêts particuliers ou avec des causes, donc avec des lobbies, avec des parties prenantes. Et je crois que le législateur, qui lui doit dégager une position qu'il croit juste et qui est l'intérêt général, en tout cas c'est ça dont il est le garant, dont il doit être le garant, eh bien le législateur, comme je le disais, il y a des conditions pour que ce dialogue fonctionne, notamment de transparence vis-à-vis des citoyens, c'est absolument majeur. Moi, je plutôt assez extrême dans ce domaine-là. Je pense qu'on ne va jamais assez loin dans la transparence et il faut beaucoup plus d'ouverture et de transparence. Et je crois que le sujet aujourd'hui, c'est d'inciter les citoyens à se saisir de la transparence qu'ils ont. Combien de citoyens vont voir les déclarations d'intérêt des hommes politiques et des femmes politiques d'un sujet? Pourtant, tout ça est accessible, en libre accès, et les citoyens doivent se saisir des outils de transparence qu'on leur donne. Moi, je publie un bilan tous les ans de députés avec mes comptes, sur mon site, vous avez chacun des rendez-vous que je fais. Voilà, j'aimerais être interpellé de plus interpellé. Tiens, mais pourquoi, etc. Donc, je pense que ce dialogue est nécessaire. Ça implique que les citoyens s'engagent dans cette transparence-là. Donc, mon message sur le sujet, c'est petit 1, évidemment, il y a toujours un soupçon de malhonnêteté. Donc ça, il faut évidemment, ça n'a rien à voir avec la corruption. S'il y a de la corruption, c'est en justice qu'elle doit se traduire. Hein. Et je pense que c'est pas sur la publication des sites internet des députés qu'on trouvera des affaires de corruption. C'est pas le sujet. Je crois qu'il faut bien séparer les deux. Il y a bien sûr tout ce qui peut relever de la malhonnêteté ou de la corruption et de la suspicion qu'on peut avoir. Et ça, c'est la justice qui doit le faire. Et puis, il y a cette transparence qui, pour moi, n'est pas un sujet nécessairement d'honnêteté ou de corruption. C'est d'abord un sujet de dialogue ouvert avec les citoyens et transparent pour qu'ils puissent évaluer la façon dont on construit la loi et qu'ils puissent se rendre compte, s'en saisir. Et je crois que c'est un message peut-être que j'aimerais donner en cette fin de rencontre, c'est vraiment de dire que la démocratie a besoin que chacun des citoyens et de ces citoyens s'en saisissent, investissent du temps pour être exigeants, bien sûr, mais aussi s'investir dans cette démocratie qui en a besoin. Quelle est selon vous la place de la politique dans la société, et notamment dans une société comme la France,
qui est aujourd'hui en pleine fracture, hein, gauche-droite. Oui, je crois qu'il y a un attachement fort des citoyens aux faits politiques. Je ne parle pas de la presse politique, mais aux faits politiques. Et je crois qu'une démocratie ne vit que si ses citoyens s'y investissent. Et donc, il y a évidemment trop de radicalité dans les débats, et je crois qu'on doit réapprendre la sérénité de nos débats, mais ces débats sont sains, les débats citoyens sont nécessaires, et notre démocratie a besoin des expressions, dès lors évidemment qu'elles sont dans la sérénité et dans le respect. Je crois que cette notion de respect, c'est indissociable du débat démocratique. Très bien. Concernant la question de l'identité française, c'est un débat qui passionne, c'est même parfois des projets de campagne. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous avez une définition de ce que ce serait qu'être français, par exemple, monsieur le député? Ah bah, c'est une question trop vaste pour la traiter en quelques Je sais. Mais ce que je voudrais dire, c'est que sans aucun doute, notre pays s'est construit dans la pluralité de ses cultures, des migrations qu'on a pu avoir, j'ai envie de dire de la richesse de notre diversité. Oui. Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est un modèle sur un socle républicain qui est solide, qui ne transige pas avec les valeurs humanistes qu'on porte et qu'on a affirmé dans notre Constitution. Et j'y inclus évidemment des choses aussi importantes que la lutte contre la discrimination, l'égalité femmes-hommes, enfin des thématiques absolument majeures et fondamentales de société qui sont pour moi non négociables, y compris dans l'approche de laïcité, qui est d'abord un respect des religions et de la liberté religieuse, il ne faut pas l'oublier, mais qui est un principe fondamental de notre édifice démocratique. Donc, ces valeurs-là sont non négociables, c'est même le ciment et la logique de notre société, mais elle doit se comprendre dans la richesse culturelle, dans la diversité, dans la richesse de tout ce qui a constitué la France au fil des siècles. Et je crois que c'est avec cette logique-là. C'est une logique qui existe aussi au niveau européen. Il y a 24 langues en Europe, 27 pays dans l'Union, donc une très grande diversité, une très grande richesse, une force. Et je crois que c'est une mosaïque européenne qu'on doit porter dans nos valeurs et qui constitue notre socle commun.